Le désert exerce une fascination unique, attirant chaque semaine de nouvelles caravanes impatientes d'explorer ces sables brûlants, bien qu'elles se contentent de l'oasis pour savourer son eau rafraîchissante, sans oser avancer plus loin. Après le départ de Luna et de son accompagnateur sévère, je ressens un vide aggravé par le manque de Raja et de mon père. Chaque jour qui passe, la distance entre Samir et moi s'agrandit, et il semble me mépriser encore plus, rendant rares nos interactions dans la tente. Mes efforts pour préparer le petit déjeuner deviennent vains, et son indifférence me rend profondément triste. Les menaces directes de Samir résonnent dans mon esprit, renforçant la dure réalité de ma présence ici comme partie d'un accord déshonorant. L'angoisse face à cette incertitude me paralyse et je ne sais plus quoi demander dans mes prières à Allah, la bénédiction d'un enfant ou un miracle qui résoudrait ma situation sans ruiner ma réputation. Alors que je caresse un chameau à l'arrière de la tente et observe les touristes se diriger vers l'oasis, je me souviens d'une visite à l'endroit où la sérénité des eaux m'a presque fait oublier ma réalité. Malgré sa nature inhospitalière pour beaucoup, je trouve une beauté incomparable dans les dunes du désert, surpassant même les grandes villes que Raja admirait tant virtuellement. En réfléchissant aux paroles de Luna sur le départ, je me demande quelles sont mes options. Il ne me reste que Baba et Raja et le temps qui passe augmente ma crainte de ne jamais les revoir. Non, dis-je, réprimandant un chameau effronté qui tente de retirer mon hijab avec sa langue, tandis que les autres se nourrissent de feuilles sèches apportées ce matin. Je repousse l'animal et décide qu'il est assez d'interaction pour aujourd'hui, réalisant que je commence à m'attacher aux animaux destinés à l'aventure. Interrogeant la nécessité de préparer le dîner, compte tenu de la quantité de nourriture du déjeuner que j'ai consommé seul, la routine dans la tente est devenue un refuge qui me permet d'oublier mes soucis en appréciant l'acte de cuisiner, bien que maintenant il semble manquer de but à mes actions, puisqu'il ne laisse plus de vêtements à laver et que la baignoire reste propre et prête. Je décide de préparer un dîner digne d'un roi, laissant le choix de manger à lui, tandis que je lutte contre la douleur de l'incertitude de notre avenir. Je prépare le bain pour nous deux, déterminé à faire de mon mieux face à la situation que je rencontre, sans attendre un dénouement favorable à ma souffrance. Après avoir rangé la pièce et pris un bain, je détache mes cheveux et m'autorise à admirer le coucher de soleil, une habitude acquise avec Luna, qui a souligné sa beauté pour moi. En sortant, j'aperçois un homme s'approchant de la tente, dont la posture et la démarche me sont familières, révélant son identité même de loin. En retrouvant Baba, je cours dans ses bras, soulagé et en larmes, aspirant à ce réconfort. Lui, visiblement affaibli et pâle, me préoccupe profondément par son apparence fatiguée. Sa tranquillité au milieu de mon alarme ne fait qu'intensifier mes inquiétudes, surtout lorsqu'il demande des nouvelles de mon mari, dont je ne connais pas l'endroit. L'émotion dans ses yeux en me voyant et ses mots doux m'émotionnent encore plus. Baba révèle son incapacité à gérer les dettes, laissant entendre des conséquences sérieuses pour notre famille et pour moi. L'idée que ma présence puisse, d'une manière ou d'une autre, apaiser Samir me semble impossible, compte tenu de l'aversion qu'il éprouve clairement pour moi. Je implore de fuir avec Baba, désespéré de m'échapper de l'humiliation et de la haine. La suggestion de Baba de refuser une vie en fuite contraste douloureusement avec la perspective de rester marié à quelqu'un qui me déteste. La révélation concernant Raja, maintenant marquée par le malheur et en fuite, me bouleverse profondément, me laissant craintive devant la colère de Samir en découvrant la vérité. La situation de ma sœur, en fuite et déshonorée, ainsi que ma propre désespérance, dessinent un avenir incertain et effrayant sous le poids des attentes et des obligations imposées par les traditions et les dettes familiales. Comment le savent-ils ? Mon esprit tourmenté ne me permet pas de penser clairement et j'ai l'impression que tout s'effondre. Ils savent que tu as fui le mariage avec Samir. Je ravale ma salive, terrifié par la situation. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de temps. Juste ça. Baba. Une lumière vive nous éclaire et je me retourne pour la voir, réalisant qu'il s'agit des phares de la voiture de Samir. Il arrête la voiture à côté de la nôtre et nous fixe avec des yeux furieux, pendant que Baba évite de le regarder. « Ya, es-tu venu pour régler ta dette, vieil homme ?» Je sens Baba frémir à côté de moi. « J'ai encore du temps. Je suis venu rendre visite à ma fille. » Baba semble diminuer. « Rendre visite ?» Je dois regarder de l'un à l'autre pour comprendre la situation. « Oui,
Je ne vois pas de problème à rendre visite à ma fille pour vérifier si tout va bien. Samir semble assez méfiant. Comme vous pouvez le voir, elle se porte très bien maintenant, alors quittez mes terres. Je serre la main de Baba, faisant un geste silencieux. Il s'en va déjà, dis-je rapidement. N'oublie pas ton délai, vieux, et sache que je suis très patient. Il accélère la voiture, soulevant de la poussière qui nous fait tousser et fermer les yeux. Baba, tu es ma seule chance, la seule... Je perçois le désespoir sur son visage. Que vas-tu faire? Dis-moi. S'il apprend que tu ne vas pas le rembourser, s'il apprend... S'il te plaît, obtiens-moi plus de temps. C'est tout ce que je demande. Il regarde derrière moi, un peu effrayé, mais je n'ose pas me retourner. Il m'embrasse rapidement sur le front. Je t'aime, ma fille. Pardonne-moi. Il se retourne et ignore mes appels, me laissant là, désemparé. Je savais que ce qu'il demandait dépassait mes capacités, mais voir son visage fatigué, empli de peur, m'a anéanti. Je ne pouvais condamner mon père, mais je ne savais pas non plus comment trouver plus de temps. Je me dirige vers la tente à petits pas, hésitant, sachant que Samir serait probablement furieux en découvrant que les gens parlèrent de lui comme ayant été trompé. Un instant, je songe à disparaître dans le désert, pour éviter de lui faire face et d'entendre ses mots durs. J'entre, écartant l'épais rideau qui était resté fermé pendant la nuit, trouvant mon mari allongé sur le canapé en bois, des coussins colorés pour son confort, fumant le narguilé. Ses yeux parcourent tout mon corps, depuis mes pieds nus et poussiéreux, jusqu'à se poser sur mon visage, avec une expression en colère qui me fait frissonner et me donne un nœud dans l'estomac. Il repousse la présence de mon père avec une bouffée de menthe, exprimant clairement son mécontentement. Ma tentative de le défendre se solde par la destruction du dîner que j'avais préparé et son regard menaçant me fait reculer. Sa colère est palpable, m'accusant de tenter de le tromper en faveur de mon père. Mon nervosité ne fait que confirmer ses soupçons et il exige que mon père lui rembourse ce qu'il doit, laissant entendre une menace sérieuse si la dette n'est pas réglée. Dans le désespoir, je m'offre à faire n'importe quoi pour apaiser sa colère, tombant à genoux en supplication. Il accorde un délai d'1 mois pour que la dette soit payée, sinon il menace de me quitter. En pleurs, je implore un miracle, car l'idée que mon père subisse des conséquences à cause de moi est insupportable. La responsabilité que je ressens envers lui est écrasante, et la possibilité d'échouer dans cette obligation me terrifie profondément. Ce soir-là, avec un espoir désespéré, j'ai prié pour être enceinte, pensant que cela pourrait peut-être changer ma situation. Les paroles de Luna résonnaient dans mon esprit, me demandant comment je pouvais donner le meilleur de moi-même dans des circonstances aussi difficiles. Me sentant inutile et imparfaite, je redoutais l'avenir sous l'ombre de Samir et ce qu'il resterait de moi après avoir été rejetée par lui. J'ai supplié Allah pour avoir de la force, fermant les yeux à la recherche de réconfort divin, espérant trouver en moi la capacité de relever les défis qui se présentaient. Les yeux ouverts dans l'obscurité, j'ai décidé de lutter pour prouver ma valeur en tant qu'épouse, malgré les doutes qui m'assaillaient. Si, malgré tous mes efforts, Samir ne reconnaissait pas ma valeur, je devrais accepter mon destin malheureux et partir, portant les cicatrices de cette expérience. En observant Maya communiquer avec les chameaux, je me sens distant et perdu, dormant sous les étoiles, confronté à mon propre reflet abîmé. Non seulement mon apparence est devenue un sujet de commérage, mais je suis maintenant également ridiculisé pour avoir été dupé, ajoutant à mon dégoût. La vulnérabilité de Maya la nuit précédente, pleurant et implorant l'aide divine, m'a fait remettre en question mes actions, me laissant coupable et partagé entre la douleur de la trahison et l'apparence d'innocence qu'elle semble posséder. Ses pleurs sincères et la facilité avec laquelle les larmes lui viennent me troublent, me faisant réfléchir à la vérité derrière nos circonstances. Malgré mes pensées errantes sur son aspect et sur l'impossibilité d'une grossesse si tôt après notre mariage, je suis tourmenté par les souvenirs de notre intimité, quelque chose qui ne m'affectait pas si profondément auparavant. La tentation de pardonner la dette de son père en échange de sa soumission volontaire me submerge, mais je rejette cette idée, conscient du regret qu'une telle décision pourrait apporter. Je suis pris dans un conflit interne, entre la colère de la tromperie et le désir inattendu que Maya éveille en moi, une bataille entre la justice et la passion, chacune me tirant dans une direction différente, alors que je cherche une résolution qui ne compromette pas davantage mon honneur ou mon cœur.
En répondant à l'appel de Khalid, mon associé chargé des négociations en dehors de Najran, je confirme nos projets de nous parler avant le déjeuner, un moment où mon estomac signale déjà la faim, peut-être en réévaluant mon refus de manger ce que Maya préparait. Khalid, toujours avec son humour caractéristique, informe qu'il arrivera tôt le lendemain pour traiter des affaires administratives, essayant de me remonter le moral avec ses plaisanteries. Je mentionne presque en passant mon récent mariage, ce qui le surprend. Surtout compte tenu qu'il n'y avait aucun signe d'une fiancée dans ma vie lors de sa récente visite. La conversation dérive vers les affaires et les besoins de l'équipe, Khalid suggérant, sur un ton plaisant, que peut-être j'avais plus besoin de vacances que lui et Georgiana, notre comptable. Son offre d'apporter un cadeau de mariage me laisse pensif. Réfléchissant encore à la nature complexe et récente de mon mariage avec Maya, tout en me protégeant du vent qui souffle à travers le désert. Je révèle à Khalid, de manière succincte, que mon mariage a été arrangé en omettant les détails de la dette qui a motivé l'union. Sa surprise est évidente, surtout compte tenu de la récence de l'événement. Ma frustration envers Maya est apparente lorsque je mentionne sa résistance et son désobéissance, reflet de la tension et du malentendu entre nous. Khalid, avec son héritage culturel mixte, admet avoir du mal à comprendre la pratique des mariages arrangés, typique de ma culture. Malgré ses racines arabes, son éducation américaine le distance des traditions que je chéris. Cependant, son aptitude pour les affaires est incontestable, devenant un associé précieux au cours des 5 années de notre partenariat. Je discute brièvement de nos entreprises et aspirations, y compris l'expansion de notre marque de viande de chameau qui a déjà rencontré le succès à Najran, Jeddah, au Yémen, avec des plans pour conquérir toute l'Arabie saoudite. En terminant la conversation, je me tourne vers les tâches quotidiennes de soins des chameaux, me concentrant sur l'alimentation et l'hydratation pour maintenir la qualité de la viande, tout en réfléchissant aux stratégies pour augmenter la reproduction et la valeur de notre troupeau. J'entre dans la tente et je remarque que le déjeuner est disposé avec grand soin. L'endroit, qui était auparavant dans un chaos complet à cause de ma crise de colère, est maintenant immaculé, comme si rien ne s'était passé. J'ai préparé un chai à la menthe et au citron. Voudriez-vous en prendre un peu avant le repas? Je la vois apporter du riz assaisonné avec de la viande de chameau, le plat dégageant encore de la vapeur, et l'arôme est irrésistible. Voulez-vous que je vous prépare un bain? Vous n'avez rien à faire pour moi. J'enlève mes bottes et les laisse là. J'aime bien. Sa réponse me surprend un peu, mais la manière dont elle me regarde avec ses yeux couleur noisette me fait perdre un peu de patience. Cela ne me coûte rien, après tout, je n'ai pas grand-chose à faire ici. Je grogne quelque chose et m'assois devant le déjeuner, utilisant le bol qu'elle a laissé à côté pour me laver les mains. Je commence à manger et je remarque qu'elle m'observe simplement, ce qui me fait redresser le dos et lui lancer un regard irrité. Après tout, pourquoi a-t-elle besoin de me fixer? Vous avez perdu quelque chose? Non, j'attends juste. Attendant quoi, exactement? Je ne sais pas. Peut-être que vous voulez demander quelque chose. Je soupire profondément et reprends mon repas. Alors, vous allez manger ou rester là à ne rien faire? Elle arque un sourcil foncé et entr'ouvre les lèvres. Son visage innocent me fait avoir des pensées impures, m'imaginant nous deux complètement nus sur mon lit, explorant son corps mince et sentant la texture de sa peau. Je frappe le bras en bois du canapé et réalise qu'elle sursaute à ce geste, se dépêchant de s'asseoir devant moi sur un coussin. Nous mangeons en silence, une situation qui m'est étrangère. Normalement, je prenais des repas rapides et solitaires, et parfois Malika préparait de bons repas, mais elle respectait toujours mon espace et maintenait une distance. Je n'ai jamais ressenti le besoin de compagnie, après tout. Qui choisirait d'être avec moi de son plein gré? Même Malika était là à cause de son père insolent, qui valait moins qu'un chameau maigre et grognon. Je reste attentif à ses mots, comme si je savais déjà qu'elle était sur le point de me demander quelque chose. J'aimerais savoir si Luna m'a appelé. Je retire ma main lorsque nos doigts se touchent, ressentant une décharge électrique parcourir tout mon bras. Non, personne n'a appelé. Son visage triste me fait détourner le regard. Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours en conflit et pourquoi elle éveille en moi tant d'émotions intenses. Je sens que je deviens fou et cela ne me plaît pas. Vous vous attendiez vraiment à ce qu'elle appelle? Fachokche, elle avait promis qu'elle le ferait. Sa voix semble parfois faible, presque inaudible, et maintenant elle est un peu rauque.
Qu'est-il arrivé à votre voix ? Il est surpris et porte la main à sa gorge. Ce n'est rien. Elle ne semble pas très sûre d'elle. Il serait bon d'éviter de sortir de la tente la nuit. Je ne veux pas que tu attrapes un rhume. Il a bu un peu d'eau et a toussé quelquefois. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Peut-être était-ce à cause de la poussière, mais au fond, je savais que c'était les larmes de la nuit précédente qui me rendaient sans voix. J'ai besoin de sortir. J'ai rapidement lavé mes doigts, ressentant une urgence désespérée de quitter cette tente. Ne sors pas, reste ici. Il a insisté. Range la petite chambre et change les draps, nous aurons une visite demain. Une visite ? Dois-je faire quelque chose de spécial ? Je me suis arrêté en remettant mes bottes, mon cœur battait si fort qu'il semblait prêt à exploser. Eh bien, c'est mon associé, il vient à Najran une fois par mois pour affaires, alors fais comme tu le sens. Je suis sorti presque en courant, sentant un poids sur ma poitrine et une sensation que je ne pouvais pas gérer la situation, la façon dont les choses se passaient. Sûrement, je devenais fou et aucune quantité d'eau froide ne pourrait remettre ma santé mentale en place. Confiné dans la tente, je me suis consacré aux tâches ménagères, cherchant quelque chose pour passer le temps. Les livres de Samir ne suscitaient pas mon intérêt, alors j'ai décidé de prendre soin de moi, lavant mes cheveux avec un shampoing au parfum doux, un petit luxe que je pouvais rarement me permettre. L'eau froide était un soulagement pour la peau et la fatigue du jour. Tout en prenant soin de mon hygiène, je me demandais à propos de la présence de Samir et s'il remarquerait mon absence ou s'inquiéterait pour ma vie privée. Craintive et un peu timide avec moi-même, j'ai commencé à passer l'éponge de bain doucement sur ma peau et j'ai réalisé que cela me procurait une sensation de plaisir. Luna pouvait être audacieuse, mais elle avait raison. C'était une explosion si intense et puissante qu'elle a fait trembler tout mon corps, laissant ma peau chaude et humide au toucher, et mon cœur battait fort dans mes veines. Comment était-il possible que l'acte de me toucher puisse être si agréable et que je ne m'en sois jamais rendu compte auparavant? Avec un léger frisson, je prends la serviette sur le support en fer et sors de la douche allant directement au lit. C'était enveloppant et addictif. Allongée là, je me sentais épuisée et satisfaite, mais j'ai alors réalisé quelque chose s'échappant de moi. Je me suis forcé à me lever, le visage rougi et un sourire qui peinait à disparaître, mais qui s'est effacé en voyant une tache de sang sur le drap. Non, non, j'ai regardé horrifié la tache de sang et en quelques secondes, toute sensation de bien-être a disparu, laissant place au désespoir. Je n'étais pas enceinte. Khalid me salue chaleureusement et notre échange de salutations reflète le respect et l'amitié entre nous. Après un voyage apparemment sans encombre, sa curiosité concernant ma nouvelle épouse est palpable et je le guide vers la tente où elle devrait se trouver. Son absence au petit déjeuner, surtout avec un invité aussi important que Khalid, me frustre profondément. Je tiens à l'hospitalité et je m'efforce de bien traiter les rares personnes que j'apprécie, suivant les préceptes de générosité et d'abri dictés par ma foi. Le comportement de ma femme évitant d'accueillir Khalid va à l'encontre de ses valeurs, malgré ses compétences culinaires et d'organisation manifestées par la table bien préparée. Khalid, faisant preuve de considération et d'enthousiasme, a apporté un cadeau de soie pour ma femme, un geste que j'espère qu'elle recevra bien, malgré son absence pour le moment. Alors que nous profitons du petit déjeuner, le rideau fermé de la cuisine symbolise la barrière entre elle et nous, augmentant mon irritation pour le manque d'interaction directe et pour l'opportunité manquée de la présenter correctement à mon ami et associé. Attends ici un moment. Je demande, déterminé à découvrir pourquoi ma femme n'a pas accueilli mon associé de manière adéquate. Ne t'inquiète pas, Samir, tout va bien. Elle essaie de me rassurer, mais je l'ignore et me dirige vers la cuisine où je ne la trouve pas. Je sens ma colère monter et je reviens, sentant le regard de Khalid sur moi. Je marche dans le petit couloir avec des pas lourds et avec une colère presque incontrôlable, je tire sur le rideau de l'entrée presque en le déchirant. Je m'arrête sur place, la regardant recroquevillée comme une boule de laine et j'avale ma salive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma question n'est qu'un murmure et je me sens honteux d'avoir pensé qu'elle faisait cela pour me provoquer. Maya, son nom sur mes lèvres semble traîner. Depuis qu'elle m'a demandé de ne pas blesser son père, quelque chose a changé en moi et depuis, je lutte pour contenir l'obscurité en moi au lieu de la laisser tout détruire. Tu vas bien ? Elle ne bouge pas et je me demande un instant, est-elle morte ?
Je m'approche rapidement du lit en bois sculpté et la secoue, l'entendant gémir. Elle essaie de me repousser, ses yeux sont larmoyants et sa peau est très pâle, semblant très malade, sinon en train de mourir à ce moment-là. « Tu ne m'as pas entendu ?» Je demande nerveusement et la lâche sans savoir quoi faire. « Tu es malade ?» Non, c'est juste un malaise. Elle s'assoit difficilement. « J'ai déjà préparé le petit déjeuner. Tu veux quelque chose? Dois-je faire quelque chose? » Comment ça? Tu devrais être dans cette salle, recevant la visite. Je pointe vers l'extérieur, essayant de me contrôler, car la façon dont elle agit, comme si elle ne comprenait pas, me fait douter de sa pâleur. Je n'ai pas dit que tu devais recevoir mon associé? Je ne savais pas. Saïdi ne m'a pas dit que je devais accueillir ton associé. Je plisse les yeux et la fixe. Je pensais que tu voulais... Je pensais juste le petit déjeuner. Je prends une profonde respiration. Et moi, je ne me sens pas bien. J'ai mal à l'estomac, mais je peux me préparer en 1 minute. Il laisse tomber. J'ai entendu assez. Je quitte la pièce, maintenant imprégnée de son odeur, et m'arrête dans le petit couloir, essayant de me recomposer. Après tout, quel est son but? Est-ce qu'elle essaie de me pousser à le rendre? Bien sûr que non, absolument pas. Je crois que je dois clarifier à quel point il est désagréable quand elle m'ignore, comme elle l'a fait récemment. Elle semblait être malade, pourtant je l'ai appelée et interrogée, mais elle m'a complètement ignoré, comme si j'étais insignifiant, comme si je n'étais pas son mari. Je ressens une colère croissante, au point que mes poings se serrent, et il semble que je vais exploser à tout moment, et je n'ai aucune idée de combien cela pourrait être désastreux. Peut-être que se marier n'a pas été un choix judicieux, car il était déjà clair que nous ne fonctionnions pas ensemble. Quand j'entends ses pas, je me retourne et la vois s'arrêter brusquement, tenant le rideau, avec son hijab couvrant ses longs cheveux. Malgré ses vêtements usés, il s'ajuste toujours bien à son corps, et je remarque que ses seins sont plus pleins que d'habitude, ce qui me rappelle que les femmes deviennent ainsi lorsqu'elles sont enceintes, avec des seins plus gros et lourds. Je savais que les siens étaient naturellement petits, donc j'étais surpris de les voir si différents du jour précédent. Avec surprise, je la regarde et remarque que son visage pâle gagne une teinte rosée. Vous êtes... Je me racle la gorge et parle d'un ton assez bas pour ne pas être entendu dans la pièce à côté. Enceinte? Ses yeux couleur noisette s'écarquillent. Répondez. Non. Je veux dire, je ne suis pas sûre. Elle frotte ses mains et serre la jupe de sa robe. C'est encore tôt. Tôt? Oui. Je crois qu'une semaine n'est pas suffisante pour être sûre. Peut-être que je dois attendre... Attendre combien de temps? Je demande, curieux et méfiant. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien cacher? Ne me cache rien. Je n'ai jamais été enceinte avant. Elle souligne, et je le savais, je sentais sa résistance se briser, ce qui me rend un peu inconfortable avec l'excitation que cela me provoque. Mais je crois que c'est récent. Très bien, alors nous verrons un médecin. Ses yeux s'écarquillent de nouveau. Une femme, médecin, bien sûr. Je précise, réalisant son inquiétude. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. J'observe ses seins, même couverts. Ils sont remarquablement différents. Nous ferons cela quand mon associé sera parti. Maintenant, va te changer. Elle regarde ses vêtements, puis me fixe à nouveau. Mes vêtements sont trempés, je les ai lavés tôt ce matin. Je murmure, mécontent, conscient que sa quantité limitée de vêtements est maintenant encore plus réduite, car j'avais prêté l'un d'eux à la femme aux cheveux roses. Alors, nous achèterons de nouveaux vêtements. Reste ici jusqu'à ce que les tiens soient secs. La surprise et l'incrédulité sont évidentes sur son visage. Je dois préparer le déjeuner et accueillir votre associé. Non, tu resteras, c'est un ordre. J'exige fermement, presque rugissant les mots, et elle me lance un regard provocateur. N'ose pas sortir de cette chambre. Et si je désobéis? Je ne peux pas garantir ce qui arrivera. Je lève un sourcil de manière provocatrice. Elle était malade il y a 1 minute, n'est-ce pas? Et quand avez-vous déjà garanti quelque chose? Son menton se lève un peu. Ne vous inquiétez pas, je resterai ici, comme vous l'avez ordonné. Elle tourne le dos et me laisse sans voix. Étrangement, cela ne m'irrite pas, au moins elle obéit.
La distraction avec Khalid n'efface pas la possibilité que ma femme soit enceinte, une idée qui persiste dans mon esprit malgré mes efforts pour l'ignorer. Tout au long de la journée, des observations occasionnelles de femmes enceintes et de bébés renforcent cette préoccupation. Après un après-midi qui a inclus une visite à la mosquée, Khalid, malgré son héritage mixte et sa relation distante avec la religion, participe aux prières avec moi. Son observation sur l'apparente immuabilité de la ville précède ma confession à propos du mariage arrangé pour régler une dette, une situation que j'admets impliquait la tromperie et la trahison de la part du père de ma femme. Je révèle à Khalid l'origine du mariage, un accord fait sous la pression d'une dette impayée qui a abouti au remplacement inattendu de la mariée promise par sa sœur aînée. Cette supercherie, je réalise, a atténué ma colère initiale, la transformant en un mélange de frustration et de résignation. La conversation avec Khalid, un ami et associé de confiance, ouvre une fenêtre sur une vulnérabilité rarement exprimée, révélant mes insécurités et le poids de la responsabilité que je ressens en faisant face aux conséquences d'une union marquée par les malentendus et les attentes non satisfaites. La révélation concernant la possibilité d'un enfant et l'incertitude quant à sa paternité soulignent la complexité de la situation. À notre retour à la tente, la présence d'éclairage et la préparation d'un banquet par Maya marquent la soirée. La question de Khalid sur l'avenir de ma femme pose notre entrée, me faisant réfléchir sur mon indécision au milieu d'un moment de chaleur humaine surprenante de sa part. La présentation de Maya à Khalid, avec sa timidité et le sourire qui m'affecte involontairement, révèle une facette jusqu'alors inconnue de ma relation avec elle. Son salut respectueux à Khalid et l'invitation à dîner démontrent sa volonté d'accueillir mon associé malgré nos complexités conjugales. Khalid, percevant la délicatesse de la situation et peut-être entrevoyant quelque chose de plus profond dans l'interaction entre Maya et moi, fait un commentaire subtil sur l'échange de mariés, indiquant une approbation non verbalisée de ce qui semblait initialement être un désastre. Sa remarque me rend contemplatif, reconnaissant, peut-être pour la première fois, que la situation inattendue pourrait avoir des développements pas entièrement négatifs. J'observe Samir qui acquiesce et s'éloigne. Ensuite, je tourne mon regard vers son associé, un homme grand, semblable à mon mari, mais mince et aux yeux bleus éblouissants. Il sourit et me tend une boîte ouverte contenant un morceau de soie éblouissant. « Ça ne vous plaît pas ?» demande-t-il en remarquant que je ne bouge pas. « Si, oui, c'est merveilleux. » Je jette un autre regard à Samir, mais il est déjà assis, se servant un peu de chai. Je ne sais pas si je dois accepter. Bien sûr que vous devez, c'est un cadeau de mariage en retard. Il tend la boîte et une vague d'émotion m'envahit. Je n'ai jamais reçu quelque chose d'aussi beau. Shukran, merci. Son sourire s'élargit et je ne sais pas vraiment comment réagir face à cet homme si courtois et élégant. S'il vous plaît, asseyez-vous, j'ai préparé de la viande d'agneau et de la gelée de piment. Je frotte mes mains, regardant la table dressée. Je reviens dans une minute. Je prends la boîte à l'intérieur et la pose sur le lit, sentant la douceur de la soie en la touchant du doigt. Je sors le morceau doré qui pourrait donner au moins 4 belles robes si magnifiques qu'elles susciteraient l'envie de toutes les femmes. Je peux visualiser les coupes prenant forme dans mon esprit. Des années à réparer des vêtements et à faire des ajustements m'ont donné le goût pour cela, mais je n'ai jamais eu l'argent pour acheter des tissus pour moi ou pour Raja. Alors, j'avais l'habitude de créer des robes seulement pour elle. J'étais désespérément inquiète pour le sort et la sécurité de ma sœur, ce qui me tourmentait profondément. La question de Samir sur une possible grossesse m'a rendue encore plus anxieuse, craignant le jugement et l'humiliation à Najran. Alors que je pleurais, je réalisais à quel point les conséquences seraient dévastatrices pour moi et pour mon père. Me sentant sans espoir et sans direction, je comparais ma situation à la perfection inatteignable d'un morceau de soie, me sentant complètement perdu et seul. Samir et Khalid réagissent à ma proposition d'aide, Samir avec curiosité et Khalid avec un compliment, m'invitant à les rejoindre pour manger. Malgré ma réticence et ma douleur physique, Samir insiste pour que je mange. J'obéis, ressentant un mélange de tension et d'admiration alors que Khalid fait l'éloge de ma cuisine et je remercie timidement. Pendant le repas, la conversation se tourne vers les affaires, Khalid parlant plus que Samir. Je me sens mal à l'aise sous le regard occasionnel de Khalid, tout en essayant de manger malgré mon anxiété.
Quand le repas se termine, je commence à nettoyer, remarquant qu'ils sortent de la tente sans indication claire qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre. Après avoir préparé le chai et nettoyé la chambre, je lave les vêtements, y compris ceux de Samir. La possibilité qu'il veuille dormir ici me rend nerveuse, augmentant mon anxiété sur ce qui pourrait se passer. Craignant les conséquences d'une découverte de ma fausse grossesse, je me sens perdu dans mes pensées sur l'avenir et la possibilité d'être accepté par Samir. L'idée qu'un enfant pourrait changer notre relation me fait envisager une approche intentionnelle, allongée, réfléchissant aux basses températures du désert la nuit. Je réfléchis à mon rôle en tant que sa femme aux yeux d'Allah et des hommes et à comment je pourrais agir pour être vraiment perçu comme tel, envisageant les conseils de Luna pour une approche intime. Merci. Khalid a exprimé sa gratitude lorsque je lui ai servi une tasse de café. Je me sentais mal à l'aise car Samir n'était pas encore apparu et je savais qu'il n'était pas dans la tente, donc j'étais seul avec son associé, ce qui ne semblait pas approprié. Si vous préférez, je peux attendre dehors. Non, pas du tout, par le prophète, ne pensez même pas à cela. Je l'ai regardé avec surprise et embarras, car j'avais clairement laissé transparaître mes sentiments et je ne voulais pas mettre mal à l'aise l'invité de Samir. Il semblait avoir une relation difficile à définir. L'homme était gentil, mais Samir restait le même, même avec son ami. Voulez-vous que je prépare quelque chose de votre choix? Non, je vous en prie, ne vous embêtez pas. Je mange généralement peu le matin. Il a dit, et j'ai réalisé que j'avais peut-être exagéré en préparant tant de nourriture. Cela est plus que suffisant. Samir a l'habitude de beaucoup manger. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Vous semblez aller mieux aujourd'hui. Il m'a regardé et je n'ai pas compris immédiatement, mais j'ai rapidement réalisé que la veille, je devais être en très mauvais état. Heureusement, mes règles ne durent que 3 jours et le deuxième jour, je me sens généralement mieux, bien que le premier jour ait été difficile. Je ne me suis pas encore habitué au changement soudain de climat. J'ai menti et il a levé un sourcil comme s'il savait que je n'étais pas totalement honnête. Vous êtes très attentionné. Comment? Ma main tremblait alors que je servais un peu de confiture de fraises. Oui, je ne suis peut-être pas natif d'ici, mais je sais comment sont les femmes et elles ne sont généralement pas aussi attentionnées. Je sentis mon visage rougir. J'espère que vous prendrez cela comme un compliment. Il s'empressa de clarifier. Avez-vous aimé le cadeau? Oui, beaucoup. J'essayais de ne pas le fixer, mais comment saurais-je à quoi il faisait référence? Si vous me le permettez, je vous apporterai plus de cadeaux. Je voyage beaucoup et je trouve toujours des objets intéressants. J'essaie de contenir le tremblement dans mes mains. Je suis heureux que Samir ait trouvé quelqu'un d'aussi précieux que vous. Je me lève, sentant que je ne devrais pas rester là. Après tout, ce n'était pas approprié, même en tant que femme mariée. Excusez-moi, je vais préparer plus de café. Je me suis précipité vers la cuisine juste à temps pour trouver Samir entrant. Il avait l'air très mal. Son visage, normalement bronzé par le soleil, était maintenant pâle et avait l'air malade, et son nez était rouge. Par le prophète. Il entre en titubant, ses cheveux étaient trempés, des gouttes coulant et mouillant sa chemise. « Vous allez bien ?» J'ai demandé, même s'il était évident qu'il ne l'était pas. Il me regarda brièvement, sans montrer aucune émotion de colère, juste de la fragilité. « Je vais bien, c'est juste un rhume !» Il mit sa main sur sa bouche et ses épaules tremblèrent, comme s'il allait tousser. Vite, je servis un verre d'eau et le lui donnai, ce qui le surprit. « Buvez !» Je me suis approché davantage et il finit par prendre le verre et boire une gorgée qui semblait brûler sa gorge. « Je vais faire du thé. » Raja avait souvent des rhumes et cela aidait beaucoup. Je pris du gingembre et de la cannelle. Il serait mieux que vous alliez au lit. Khalid, ne vous inquiétez pas pour lui, tout va bien. Il a secoué la tête et posé son verre sur le comptoir avant de se diriger vers le salon. J'ai claqué ma langue, insatisfaite. Il était clair qu'il avait dormi dehors la nuit précédente et elle avait été assez froide pour que j'aie utilisé une couverture en peau de chameau. J'ai préparé le thé et l'ai apporté dans le salon où il parlait. « Êtes-vous sûr que je peux y aller ?» J'ai vu Khalid demander. « Je peux reporter mes engagements. Ce n'est qu'un rhume. » Samir a fait un geste de la main. « Ne vous inquiétez pas pour moi. » J'ai servi le thé et il l'a accepté sans se plaindre. « J'ai besoin que vous apportiez les choses de la liste.
Quand pourrez-vous revenir ? Peut-être dans 15 jours. Samir a pris quelques gorgées de thé et je lui ai servi des morceaux de pain avec du fromage, mais il les a repoussés. J'ai soupiré, frustré, l'absence d'appétit pouvait être due à la fièvre. Et je savais combien il avait l'habitude de manger à chaque repas. Donc, le fait qu'il ne touche pas à la nourriture m'inquiétait. J'ai laissé les deux seuls et préparé une soupe légère au poulet et aux légumes dans l'espoir qu'il puisse manger quelque chose qui le ferait se sentir mieux. J'étais préoccupé par le fait qu'il puisse tomber encore plus malade et s'aggraver, car les rhumes peuvent varier de léger à grave. J'ai senti une main sur mon épaule et me suis retourné, trouvant Khalid me regardant avec ses yeux perspicaces. « Excusez-moi, j'étais distraite. » Je me suis empressé d'expliquer. J'étais derrière vous pendant environ 2 minutes. J'ai même récité un long passage du Coran. Mes yeux se sont écarquillés et vous n'avez pas entendu un mot. J'étais très concentré. Vraiment ? Il a couvert ses lèvres et a continué à parler, mais ses lèvres bougeaient sans que je puisse comprendre. J'étais complètement perdu. Qu'ai-je dit ? C'est que j'ai dit que j'avais découvert votre secret. La question est, Samir le sait-il aussi ? J'ai commencé à trembler et j'ai senti que je pourrais m'agenouiller si nécessaire. S'il vous plaît, qu'avez-vous ? Quelle est votre déficience ? J'ai lentement lâché mes mains. Je ne peux pas entendre. J'ai serré la jupe de ma robe, laissant couler les larmes. Je comprends. Une sensation d'appréhension m'a envahi. Ne vous inquiétez pas, votre secret est en sécurité. J'étais confuse. Peut-être avait-il mal interprété mes paroles. Salam alaikum, nous nous reverrons bientôt. Il s'est retourné et est parti, me laissant complètement confuse. Pourquoi garderait-il mon secret ? La seule chose dont j'étais sûr, c'était que j'avais besoin d'avoir un enfant. C'était la seule chose qui pouvait me sauver. Samir a disparu brièvement, ce qui me soulage, car mon secret reste en sécurité. Je m'efforce de préparer un déjeuner spécial, accompagné de thé à la menthe et au gingembre. Et je me soucie de mon apparence, souhaitant avoir une robe plus élégante. La présence de Khalid, qui connaît mon secret, pèse sur mon esprit. Lorsque Samir revient, paraissant mal à l'aise, je ressens un mélange d'irritation et de fierté pour le déjeuner préparé. Il mentionne une visite chez le médecin et l'achat de nouveaux vêtements, ce qui me rend nerveuse, craignant la découverte de mon mensonge. J'essaie de détourner le sujet, offrant mon aide avec les chameaux, mais il insiste pour suivre le plan. Angoissée à l'idée d'être découverte, je pense à convaincre le médecin de me donner plus de temps, tandis que le silence tendu et mon anxiété dominent le moment. « Puis-je voir mon baba ?» Il fronce les sourcils, manifestement surpris par cette question. Il réfléchit avant de répondre, montrant une réticence à aborder le sujet. « Il semble que votre père a quitté Najran ?» Mes yeux s'écarquillent et si je n'avais pas été assise, je serais tombée car tout mon corps tremblait. Cela ne peut pas être vrai. Je ne veux pas l'accuser de mentir, mais il est difficile de croire qu'il ait fui. Et ma sœur, savez-vous où elle est ? Je le fixe, ne comprenant pas pourquoi il pose cette question. Pourquoi veut-il savoir où se trouve Raja ? A-t-il l'intention de la prendre pour sa deuxième épouse ou envisage-t-il de se marier avec elle après m'avoir répudiée ? Si c'est le cas, que puis-je faire ? Mon père a fui et ne paiera pas ce qu'il doit à Samir. Si je ne suis pas enceinte avant la fin du mois, je serai dans l'embarras de toute manière. Samir termine son repas et je remarque qu'il a à peine touché à la nourriture, toussant à plusieurs reprises. Pourtant, il semble inflexible. Combien de temps cela prend-il pour vous préparer ? J'étais un peu perdue, ne sachant pas comment gérer toute cette situation. Ça prendra quelques minutes, alors allez-y. Il se réinstalle et boit plus de thé. Cela soulage ma gorge, merci. Ces mots me surprennent un peu et je suis heureuse de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre. Je me lève avec les jambes tremblantes et m'habille avec des vêtements appropriés. Il semble qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible et il ne changera pas d'avis. Il ne me reste plus qu'à supplier Allah de me libérer du destin qui s'approche. Je prends plus de temps que d'habitude et de source avec mon hijab dans les mains. Je ne t'ai jamais rien donné de valeur. Il s'arrête et je suis confuse par ce qu'il dit. Ni or, ni bijoux. Ma bouche s'ouvre de surprise et il tend la main. Vous êtes ma femme, vous auriez dû recevoir des cadeaux, mais aujourd'hui, cela va changer. Je reste sans mots,
Peut-être qu'il n'y a pas d'argument contre cela et je ressens une émotion, mais je la contiens. Pouvons-nous y aller? Ah oui. Je prends mon hijab et sors de la tente. Attendez un moment. Je vois une caravane de touristes devant. Attendez qu'il s'éloigne. Il tient mon bras pour m'empêcher de sortir. Voilà. Nous sortons et il ouvre la porte pour que je puisse monter dans le véhicule élevé. Ce n'est qu'alors que je réalise à quel point il est bon de tout revoir à nouveau. Les maisons, les gens. En entrant dans la ville, je me sens excité. La Médina est pleine de visiteurs, les commerçants sont agités, tout est si beau. Samir s'arrête devant un magasin de vêtements et je remarque comment les gens dans la rue nous observent. À l'intérieur du magasin, la situation est la même. Je ne me sens pas à l'aise et choisis des robes au hasard, espérant sortir de là le plus rapidement possible. Samir ne semble pas non plus à l'aise. Après tout, pour les hommes, faire les courses n'est jamais une expérience agréable. À la clinique, après que nous ayons été appelés par une docteure à la peau claire et aux yeux lumineux, je me suis sentie extrêmement nerveuse. Samir, allant droit au but, a demandé à vérifier si j'étais enceinte, ce qui m'a profondément embarrassée. La docteure, professionnelle et apparemment habituée à de telles situations, a suggéré des examens et des vitamines, compte tenu du mariage récent. Elle a ensuite demandé à Samir d'attendre à l'extérieur du bureau pendant qu'elle m'examinait, un moment qui m'a apporté un mélange de soulagement et d'anxiété, compte tenu de ma situation délicate. Face à la proposition de la docteure de réaliser un examen préventif, je me sens encore plus tendue et inquiète, surtout à l'idée de révéler ma situation. La docteure, remarquant mon nervosisme, offre son soutien et sa sécurité, en soulignant la confidentialité médicale. Je finis par avouer que mon mari n'est pas au courant de ma non-grossesse et exprime la peur d'être renvoyé. La docteure, compréhensive, suggère des soins pour faciliter une future grossesse et conseille une conversation honnête avec Samir à propos de la possibilité d'infertilité. Elle prévoit de réaliser des examens et attend les résultats pour procéder avec le préventif, me laissant dans un mélange de soulagement et d'anxiété concernant l'avenir et la conversation en suspens avec mon mari. J'acquiesce et elle se rassoit, écrivant sur un bloc de papier et me tend la feuille avec un sourire complice. Je suis d'accord avec elle et elle se rassied, écrivant sur un bloc de papier avant de me tendre la feuille avec un sourire complice. Je me lève encore un peu incertaine et quitte la pièce, ressentant un léger soulagement. Elle m'a recommandé quelques examens et j'étends l'ordonnance à Samir qui se tient dans la réception, se démarquant par son imposante stature. Il regarde la prescription et se dirige vers le comptoir. On nous indique d'aller au laboratoire à l'étage supérieur où une infirmière prélève une grande quantité de sang pour les tests. En sortant de là, je me sens étourdie et souhaite éviter d'attirer davantage l'attention sur nous. Pouvons-nous y aller? Je ne me sens pas bien. La tension de Samir est palpable et je suis extrêmement nerveuse comme jamais auparavant. Bien sûr, je prends seulement les vitamines avec moi, tandis que les achats sont sur le siège arrière. Je suis un peu en sueur à cause du nervosisme et de la chaleur. Après quelques minutes, je réalise que nous prenons un chemin différent, entrant dans une rue avec de magnifiques maisons et de vieilles constructions qui coupent le souffle. Je n'ai jamais été dans la partie riche de Najran avant et je suis impressionné par l'énorme différence par rapport à l'endroit où j'ai vécu avec Baba et Raja. La voiture s'arrête devant une construction haute, avec des palmiers à l'entrée et une peinture dans des tons de sable, avec de petits balcons offrant une vue imprenable sur la rue. Où sommes-nous? Je me tourne vers Samir qui fronce les sourcils et durcit immédiatement son visage. C'est alors seulement que je réalise qu'il a dû dire quelque chose pendant que j'étais distraite. Comme je l'ai dit, c'est la maison de mes parents.